bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler de machinerie cellulaire et on va un peu rentrer dans la cellule. Peut-être avant de commencer, je voudrais faire une précision. Quelqu'un m'a demandé après la conférence de la semaine dernière si ce que j'avais exposé était une vision personnelle ou s'il y avait consensus sur tout ce que j'ai montré. Alors tout ce que j'ai montré, il y a consensus, mais il est clair que dans le vivant, le vivant est tellement compliqué, tellement inépuisable que chacun, le seul fait de choisir un abord plutôt qu'un autre est quelque chose de personnel. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en science, et en particulier, je vous l'ai montré avec l'histoire de la théorie cellulaire, les vérités sont toujours temporaires. C'est-à-dire qu'on peut toujours reconstruire les mêmes faits dans un espace différent en fonction de résultats nouveaux. En même temps, j'ai répondu à quelqu'un qui m'avait demandé si l'endosymbiose mitochondriale était une certitude. Je lui ai répondu très fermement que c'était une certitude. Ce que ça veut dire, c'est que la probabilité pour que ça ne soit pas ce scénario-là est extrêmement faible. Quand on dit c'est sûr, ça ne veut pas dire que c'est absolu, c'est une vérité inscrite dans les nuées. Ça veut dire que la probabilité pour que ça ne soit pas ce schéma-là est vraiment extrêmement faible. Voilà. Je tenais à préciser ça. Alors, aujourd'hui, donc je repars de la cellule animale, et ce qu'on va essayer de voir, c'est les compartiments intracellulaires, et puis l'entité cellule, c'est-à-dire l'objet cellule tout entier. Et donc, les organites, on dit organites, les Anglais disent organelles, c'est l'équivalent, comme je vous le disais, des organes au niveau de l'organisme. Quelles sont les activités associées? Comment on est arrivé à associer à tous ces compartiments des activités biochimiques spécifiques, et quel est le rôle de chaque compartiment dans l'économie cellulaire, c'est-à-dire dans le maintien de la cellule vivante et durant dans son organisation. Et puis, il y a l'autre aspect qui est donc la cellule, c'est-à-dire l'ensemble, et là, comment rendre compte, et ça c'est déjà beaucoup plus, une étape plus difficile sur le plan du discours et de la compréhension, comment rendre compte de la stabilité structurale et fonctionnelle dans l'espace, de la cellule et dans le temps, des compartiments et de la cellule tout entière. Donc, selon les moments, j'essayerai d'aborder ces deux aspects. Alors, le langage des cellules est celui de la chimie. Comme vous savez, la cellule est trop petite pour parler un autre langage que ceux de la chimie. C'est des molécules qui échangent des liaisons de toute nature, et c'est comme ça que le vivant fonctionne. Alors, vous savez tous qu'il y a le grand paradigme sous lequel on travaille en biologie aujourd'hui, c'est qu'il y a une voie d'information, un flux d'informations qui va de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique, qui est le support de l'hérédité. Ça passe par, on en parlera rapidement, ça passe par un intermédiaire qui est l'ARN, qui est la même nature chimique mais beaucoup plus réactif, une autre espèce, et ça donne les protéines. Et donc, classiquement, les choses fonctionnent comme ça. Ce qui ne veut pas dire que l'ADN est un deus ex machina hors de la machine qui donne son information et ses ordres à la suite. En fait, évidemment, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Pour faire ce qu'on appelle je vais un peu vite. Pour faire la transcription, transcrire l'ADN en ARN, il faut beaucoup de protéines, énormément de protéines. Pour faire de la traduction, c'est-à-dire à partir de l'ARN messager qui a été transcrit à partir de l'ADN, pour le traduire en protéines, il faut aussi beaucoup de protéines. Et puis, il faut aussi des ARN, de plusieurs espèces pour cette opération-là. Et depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi d'autres nouveaux types d'ARN qu'on n'avait pas soupçonnés il y a encore 5 ans et qui sont très importants pour la plasticité du génome et l'expression des gènes, en fait, et qui changent de façon assez importante notre vision des choses. Et donc, vous voyez, tout ça peut-être pour nous rappeler qu'il y a eu une époque, avant la cellule ancestrale dont j'ai parlé la semaine dernière, il y avait ce qu'on appelait le monde ARN. Il y a de bonnes raisons de penser que l'ADN n'a pas commencé dès le départ, on a commencé par de l'ARN. Et l'ARN faisait à la fois les fonctions
de support d'information sous forme chimique pour les transmettre dans le temps de l'ADN, et en même temps les propriétés enzymatiques des protéines. Donc l'ARN est l'ancêtre pré-cellule des cellules qu'on connaît aujourd'hui. Il y a même probablement en amont de l'ARN éventuellement une biochimie à comprendre qui est encore plus simple. Voilà. Et tout ça, ça se passe dans une cellule. Et chez les eucaryotes, cette opération-là se passe dans le noyau, et cette opération-là se passe dans le cytoplasme. Dans un prokaryote, dans une bactérie, tout se passe, il n'y a pas de noyau fermé, tout se passe dans le même espace, même s'il y a une organisation, comme je vous l'ai dit, assez importante. Et donc, quel que soit le compartiment qui vous intéresse dans la cellule, vous aurez toujours à comprendre comment il fonctionne, ce à quoi il sert, quelles sont les activités qu'il porte, mais aussi comment il est fabriqué. Et tous les compartiments sont fabriqués en utilisant cette machinerie. D'accord ? Et bien sûr, il faudra aussi comprendre comment cette machinerie va répondre, comment les compartiments ou l'expression, ce qu'on appelle l'expression des protéines, des molécules, va se faire en fonction de signaux environnants, en fonction de stimulation que peut recevoir la cellule. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel toute fonction cellulaire se réfléchit et se discute. Alors, donc, on va regarder d'un peu près certains compartiments. Donc voilà le fameux noyau dont Schleiden et Schwann avaient compris l'importance à l'époque, il y a donc plus d'un siècle, un siècle et demi. Et voilà à quoi ça ressemble en microscopie électronique. Vous voyez ça, c'est le cytoplasme. Vous voyez déjà qu'il est extrêmement rempli de petites sacules, d'objets de toute nature, donc extrêmement condensé en termes d'organites dans le cytoplasme. Et voilà le noyau avec sa chromatine, c'est-à-dire l'ADN est sous une forme différente de celle des chromosomes de la mitose, et on a tout un tas de régions. Ça, c'est ce qu'on appelle de la chromatine condensée, et ça, c'est la chromatine décondensée, et en général, les gènes qui sont exprimés, les séquences chimiques qui sont utilisées sont plutôt dans les régions non condensées que dans les condensées, et puis vous avez une double enveloppe, qui est ici, et vous avez des pores qui sont très spécifiquement organisés, et tout le trafic entre le cytoplasme et le noyau est très contrôlé, et assez bien compris aujourd'hui. Et donc, alors ce noyau, qu'est-ce que c'est? Il a fallu beaucoup de temps pour regarder de près, pour voir comment il était organisé. Je vous montre juste un exemple. Vous avez un taux de compaction extraordinaire de l'ADN. L'ADN, je crois, d'une cellule humaine est estimé à peu près à 2 mètres de long, et tout ça tient dans un petit sac qui fait à peu près 10 microns de diamètre. Donc une compaction extraordinaire, et donc voilà toute l'échelle de compaction. Ça c'est les chromosomes, on peut voir des sous-ensembles et petit à petit arriver à une espèce de collier de perles d'ADN, donc d'acide désoxyribonucléique, qui fait 2 tours et demi autour d'espèces de boules, qui sont des protéines basiques et qui servent aussi à compacter, qui sont extrêmement importantes pour la compaction de l'ADN et pour le contrôle de son utilisation. Et puis ce fil d'ADN, quand on le regarde de près, c'est la fameuse double hélice qui est ici, qui est une superbe double hélice avec un petit sillon et un grand sillon, et qui est donc cette structure qui est alors on a su dans les années 40-43 que le véritable support de l'hérédité, c'était l'ADN. Il y a eu une longue discussion, est-ce que c'est les protéines, est-ce que c'est les acides nucléiques? Et pour des arguments théoriques, les protéines ne paraissaient pas des très bonnes choses pour maintenir, pour contenir une information. Parce que la différence entre les acides aminés qui la constituent sont très subtiles et ça paraissait difficile. Par contre, quand on a découvert... Alors, il y a eu une expérience clé qui était en 1943 où un groupe américain, 3 chercheurs ont montré que on rendait un pneumocoque non virulent, on le transformait en un pneumocoque virulent en transférant de l'acide du DNA, de l'ADN et rien que de l'ADN. Donc ça, c'était la première démonstration que c'était ça qu'il fallait regarder, c'était en 1943. Et 10 ans plus tard, comme vous savez, la structure de l'ADN a été comprise à partir d'images de rayons X, c'est-à-dire qu'on purifie des quantités importantes d'ADN le plus pur possible et on met ça dans un faisceau de rayons X et avec le diagramme de diffraction, on peut reconstituer la structure. Et il y a eu de longs débats, une compétition extrêmement féroce entre les meilleurs groupes pour savoir si c'était une double hélice ou une triple hélice, et c'était la double hélice qui était la bonne.
Et la beauté de cette hélice, c'est que vous avez un motif qui est complémentaire de l'autre. C'est-à-dire que vous avez 4 motifs chimiques qui sont enchaînés le long d'un des brins et qui, 2 à 2, peuvent se complémenter avec les brins, les 4 mêmes motifs, mais dans l'ordre qu'il faut, sur l'autre brin. Donc on avait cette image extraordinaire de un brin chimique dont on pouvait avoir la réplique par construction. Et bien sûr, dans ce papier qui a fait le bruit que vous imaginez, les auteurs, qui étaient Watson et Crick, avaient dit que, évidemment, cette structure portait en elle énormément de possibilités pour la compréhension des phénomènes biologiques. Et en particulier, il sous-entendait très bien que ça serait très facile, avec une structure comme ça, d'en faire la copie, pourvu qu'on ait les enzymes capables de le faire, évidemment, d'en faire la copie. Donc ça, c'était le grand moment du démarrage de ce qu'on a appelé la biologie moléculaire. Et voilà, j'ai ici, je crois, une animation qui vous montre. Il a fallu 20 ans supplémentaires pour comprendre comment une polymérase était capable de copier un ADN. C'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas copier les 2 brins de la même façon. Il y a un brin qu'on copie de façon simple et l'autre brin, on est obligé de le faire par fragments qu'on attache ensemble. Bon, donc ça, il a fallu 25 ou 30 laboratoires dans le monde, travaillant pendant 15 ans d'arrache-pied pour arriver à comprendre ça. Et puis, après, il a fallu comprendre comment on se servait. Donc ça permettait de comprendre comment on transmettait une information chimique de cellule à cellule, de génération en génération, mais comment maintenant on s'en servait à n'importe quel moment pour fabriquer les protéines, les molécules de la cellule. Cette idée-là, un gène, une protéine, était déjà ancienne, pour un tas de raisons. Et donc c'est là qu'est apparu le concept de réplication, donc de fabrication d'un ARN messager. Et là c'est l'école pastorienne qui a été très très importante, c'est Jacob et Monod qui ont eu, et André Lvov qui avait compris la lysogénie qui était très importante aussi, qui ont apporté les idées essentielles sur lesquelles on est peu ou prou toujours à travailler, même s'il y a énormément de choses qui commencent à bouger, qui vont obliger à changer certaines choses. Et donc là, vous avez là c'est dans une région particulière, vous avez une chaîne d'ADN ici, et ce que vous voyez, ces espèces d'arbres de Noël, en fait, c'est une RNA polymérase, une ARN polymérase, qui est en train de transcrire un ARN. Donc ici, c'est de l'ADN, et ici, c'est des ARN. Et plus elle est avancée, plus l'ARN qu'elle a fabriqué est long. Là, elle commence, donc il est court, mais voyez. Donc des images absolument démonstratives. Et là encore, il a fallu 25 ans de travail dans énormément de laboratoires pour comprendre les différentes RNA polymérases, ARN polymérases impliquées dans ces mécanismes-là. Alors, ces messagers sont donc transcrits dans le noyau, sont ensuite, là on est chez les eucaryotes, sont ensuite envoyés par un mécanisme de maturation très compliqué. On s'est aperçu que ce n'était pas colinéaire, qu'on pouvait très bien faire des gènes en morceaux et les recoller ensuite. On pouvait très bien avoir une information qui était dispersée sur de l'ADN, mais qui donnait finalement un seul ARN messager. C'est ce qu'on a appelé l'épissage des gènes. Ça a été trouvé beaucoup plus récemment, mais c'est tout à fait général chez les eucaryotes. Et donc finalement, on termine avec un ARN messager qui se retrouve dans le cytoplasme sous forme de ces rosettes qui intriguaient beaucoup les gens qui regardaient en microscopie électronique, et tous ces petits grains qui étaient partout. Au début, on appelait les grains de Palade parce que c'est Palade qui les avait décrits le premier. Et il est apparu rapidement que ces petites rosettes, en fait, c'était la machinerie de traduction qui était en train de travailler sur un ARN messager. Autrement dit, on avait ces grains, alors là encore, 30 ans de travail dans 100 labos dans le monde, pour arriver à une vision assez claire de la manière dont on traduit un ARN messager en protéines. Alors j'ai mis des animations que j'ai pris dans un truc de Springer Verlag. Voilà, vous avez un ribosome. Alors il y a 2 sous-unités, voilà, ça c'est le messager, il y a un site d'initiation pour la traduction, et puis vous avez ces deux joues qui se forment, et puis le messager est lu, et la protéine sort par un petit trou à un bout de la machinerie. Cette machinerie, on appelle ça le ribosome. Je ne vais pas aller dans les détails. Et puis d'autres, ça peut être copié plusieurs fois, les temps de copie, etc. Tout ça est important.
Et voilà d'un peu plus près, voilà, on recommence, mais on voit les choses d'un peu plus près, et on amène les acides aminés qui vont faire des protéines par des espèces de petits cargos qui sont eux-mêmes des ARN et qui transfèrent chacun un acide aminé particulier. Et finalement, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre le code, ce qu'on a appelé le code génétique, c'est-à-dire comment l'enchaînement de ces 4 motifs chimiques, ces 4 bases le long de l'ADN, transcrites en ARN, était traduite, était interprétée pour faire des protéines. Grosse discussion, il y a eu des cénacles de chercheurs de très haut niveau, en particulier des mathématiciens qui s'en sont mêlés. Comment pouvait être le code? Est-ce que c'était un code à 4 éléments, à 2 éléments, etc. Finalement, c'est un code à triplet. Et je crois que sur la dernière diapo, vous allez voir, la dernière animation, vous allez voir les choses se passer. Il faudrait une semaine pour en discuter de façon approfondie. Voilà les ARN de transfert qui amènent chacun leur acide aminé et qui lisent un code à 3, donc qui ont la façon de s'adapter à une série de triplets spécifiques et qui finalement font une protéine. Voilà. Donc ça a été vraiment la base de toute notre compréhension de la fabrication des molécules de la cellule, des molécules protéiques. Il y a d'autres molécules, on peut en discuter. Et c'était tellement extraordinaire que ça a donné énormément de consécration. Il y a eu, je pense, des dizaines et des dizaines de prix Nobel sur ces mécanismes. Et en même temps, c'est arrivé au point que pour certains, les choses s'arrêtaient là. On avait pratiquement tout compris. Par exemple, Günther Stein, qui était quelqu'un d'important dans cette période, avait dit « il ne reste plus maintenant qu'à mettre les clous sur le cercueil. Tout le reste, ça va être... » Et même des gens aussi, comme les plus grands, comme François Jacob, je me souviens à son jubilé, avait dit « voici venu le temps du détail. Maintenant, ça va être que des petits détails. » Et puis on se rend compte qu'évidemment, c'est aussi beau que ce soit, ça fait partie de l'intendance quelque part, pour faire que la cellule fonctionne. Mais tous les autres mécanismes sont aussi compliqués et aussi fascinants. Mais enfin, c'est quand même, ce genre de mécanisme est quand même la réponse moléculaire de questions qu'on se posait depuis 150 ans. Voilà. Alors maintenant, on revient dans le cytoplasme. Alors voilà en microscopie optique à quoi ressemble un réseau de membranes sur lequel se collent ces fameux ribosomes. Beaucoup de ces messagers sont donc en train d'être traduits et sont souvent accrochés à des membranes. Certains sont dans le cytoplasme. Alors ceux qui sont accrochés aux membranes, d'abord, à quoi ça ressemble? Ces réseaux, c'est des espèces de membranes très abondantes, très compliquées. Il y a des régions qui sont lisses, des régions qui sont rugueuses, comme on disait, c'est-à-dire qu'elles portent des ribosomes. Et leur signification demandait expérience. Comment comprendre ce à quoi elles correspondaient? Alors l'approche, c'était, à cette époque, c'était l'outil de base, c'était le mixeur de cuisine un peu raffiné, et l'ultracentrifugation. C'est-à-dire qu'on prenait une cellule, on la casse en morceaux le plus fin possible dans un homogénéiseur adapté, selon ce qu'on voulait isoler. On fait donc du petit bois, on casse tout, et ensuite on met sur des gradients de densité de différentes natures et on accélère la pesanteur extraordinairement. Et si on accélère 100 000 fois, ou 40 000 fois, ou 100 000 fois, ou 150 000 fois la gravité, eh bien on arrive à séparer des choses qui ont des densités extrêmement faibles, de différences extrêmement faibles. Donc c'était ça l'approche, et beaucoup de chambres froides. Les étudiants en thèse passaient leur thèse souvent à 4 degrés au laboratoire parce qu'il fallait purifier ces choses-là. Et donc cette méthode a été employée pour tous les compartiments et finalement a permis d'attribuer à chaque compartiment une identité, un équipement enzymatique, des protéines qui sont capables de catalyser cette réaction et pas celle-là, etc. Donc toute une analyse jour après jour, année après année, des différents compartiments. Donc par exemple, il fallait comprendre que ce qu'on appelait à l'époque des microsomes étaient en fait les beaux réticulums qu'on voyait dans les cellules qui avaient une toute autre allure. Il fallait faire toutes ces corrélations-là. Donc énormément de biochimie. Et comme ça, petit à petit, on est arrivé à, voilà une cellule, ça pourrait être une cellule de pancréas ou une cellule sécrétante. Voilà à quoi on est arrivé, donc un noyau, une enveloppe nucléaire avec le réticulum en continuité, autrement dit l'enveloppe externe, la membrane externe du noyau est en continuité avec les réticulums,
Et puis un gros compartiment qui avait été vu avant la microscopie électronique, qui était ce qu'on appelait l'appareil de Golgi, dont j'ai parlé, je vais vous montrer d'un peu plus près, c'est amusant parce que Golgi avait découvert avec des colorations spécifiques cette structure, et ensuite il a passé les 30 ans de sa vie à essayer de démontrer que c'était un artefact. Et c'est peu de temps, il est mort juste avant qu'on voit en microscope électronique que c'était pas du tout un artefact, mais une très belle structure qui est un peu le carrefour du trafic intracellulaire. Donc voilà, on revient à des polysomes qui seraient le long du réticulum, on appelle ça le réticulum, et en fait, ceux qui sont associés aux membranes traduisent des protéines qui vont traverser, qui ont un autre concept qui est arrivé avec ça, c'est que toutes les protéines portent sur elles des séquences qui sont comme des adresses, qui leur permettent de savoir où elles doivent aller. C'est-à-dire chaque protéine a dans sa séquence en acide aminé des motifs qui disent ça va dans le noyau, ça va dans le lysosome, ça va dans le Golgi, etc. Et donc ces ribosomes qui traduisent un messager, en fait l'envoient dans la lumière du réticulum, ce qui veut dire que la protéine est déjà, topologiquement, elle est déjà dehors. Bien sûr, il va falloir qu'elle soit modifiée, transportée, glycosylée, déglycosylée, remodifiée, etc. pour toutes ces étapes. Et par exemple, elle va être sécrétée, elle est déjà dehors quand elle est ici, mais elle va être modifiée, processée. Et puis d'autres sont dans le cytoplasme et eux vont fabriquer des protéines qui, elles, resteront à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire dans le cytosol, dans cette région-là. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le Golgi. Voilà, est-ce que vous voyez? Moi, je ne vois pas bien, mais ici, normalement, vous voyez la dynamique du Golgi. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça, c'est un film qui a été fait par dans le groupe de Bruno Good à l'Institut Curie. Et vous voyez, donc, un trafic absolument intense. On regarde ici par une microscopie optique qui permet, avec un système piézoélectrique, de ne rien perdre, de regarder en Z dans la cellule. Donc l'image que vous voyez, que je peux faire rejouer, c'est une image en fait aplatie de toute la cellule. Et vous voyez ce trafic absolument intense à partir de la région golgienne. Donc le réticulum serait là, il envoie des protéines ici qui elles-mêmes sont envoyées à leur destination. Et ici vous avez ce qu'on appelle un tracking en franglais, c'est-à-dire que vous suivez chacune de ces particules pendant tout le temps du film et vous voyez qu'elles vont pas n'importe où. Elles font une espèce de réseau de fils, de trajets. Et donc c'est pas du tout au hasard, elles suivent des trajets et je vous montrerai que ces trajets c'est des microtubules. Voilà. Et donc, le groupe de Bruno Good avec Jaakko Saras, qui est un Norvégien, ont par exemple récemment proposé un modèle. Ce qu'il faut bien comprendre dans un réseau comme ça, c'est que vous êtes en permanence en train d'échanger entre les compartiments. Je vous montrerai comment. Et donc, une des grosses questions, c'est comment la cellule se débrouille pour maintenir l'état stationnaire du système. Comment elle ne s'épuise pas dans une direction ou dans l'autre. Comment le système se renouvelle en permanence. Vous avez des transports de protéines, mais les transporteurs doivent être renvoyés au compartiment d'origine pour transporter de nouvelles protéines. Donc vous avez, pour tout transport, le transport lui-même et le recyclage des transporteurs. Et donc ça devient très vite très compliqué. Et récemment, donc Jaakko Saras et Bruno Good ont proposé sur des arguments expérimentaux qu'ils ont que en fait il y a un compartiment donc de biosynthèse, celui dont je viens de vous parler, qui part du réticulum et qui va vers le Golgi, qui ensuite va envoyer dehors, et puis un autre compartiment dont je vous parlerai très peu, qui est ce qu'on appelle le compartiment d'endocytose, c'est-à-dire que la cellule en permanence également avale des tas de choses de l'extérieur, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et ces membranes-là ont plein de lieux de rencontre. Donc il y a ce qu'on avale de la membrane plasmique et ce qu'on fabrique qui sont à des tas de carrefours en train d'échanger des cargos et d'échanger des composants. Et donc on a ce problème d'état stationnaire d'un système très compliqué. Et ils ont proposé récemment qu'en fait, et si on regarde, ce qui est amusant, c'est que le compartiment d'endocytose est à peu près 10 fois plus important en quantité que le compartiment de biosynthèse. Donc comme si les choses ne s'équilibraient pas de façon simple. Et ils ont proposé qu'il y ait 2 compartiments de réserve qui, quand la cellule veut tout d'un coup se polariser ou dans une direction de façon importante, sont capables d'être mobilisés pour changer
la dynamique du transport intracellulaire. Autrement dit, et je vous le montre parce que c'est un peu une règle générale, très souvent on a l'impression que dans les cellules, les mécanismes travaillent toujours très au-dessous de leurs possibilités. Ils sont toujours capables de faire très rapidement beaucoup plus. Donc le système fonctionne, mais a un volant d'inertie, un volant de réserve très important. Voilà. Et donc les mécanismes, ça c'est une animation qui représente, qui est comme ça, mais il y a ces mécanismes qu'il faut comprendre. C'est-à-dire d'un compartiment à l'autre, on a des transports, soit sous forme, une grosse discussion, soit sous forme de vésicules qu'il faut former, qu'il faut fusionner, soit sous forme de tubes. Mais toutes ces petites choses qui sont montrées là et qui ne représentent pas de molécules particulières, c'est un pur schéma. Pour tous ces mécanismes-là, il va falloir comprendre comment on fait une vésicule, où on la fait, comment on courbe une membrane. C'est pas du tout simple et trivial de courber une membrane. Donc il y a toute une machinerie moléculaire qui se dissèque dans beaucoup de laboratoires pour comprendre tous ces échanges. Hein? Et il y en a de toute nature, et finalement on arrive à ce genre donc encore une fois, de réseau membranaire. Ça c'est les mitochondries qui elles ne participent pas à ça, c'est les fameux endosymbionts dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui sont là pour fabriquer de l'ATP, pour fabriquer de l'énergie, mais toutes ces membranes-là communiquent. Et il y a une quinzaine d'années, il y a eu un résultat qui a bien montré que sous toutes ces structures, il faut imaginer une grande dynamique. Ces structures n'existent que parce qu'il y a ce flux que j'ai essayé de vous montrer. Pourquoi on peut dire ça? Il y a eu une drogue qui a été isolée de champignons, beaucoup de drogues très actives viennent des champignons, qui s'appelle la brefeldina. Et cette drogue, quand on la met sur une cellule, voilà, dans les 3 minutes qui suivent, le Golgi disparaît. Donc ce beau Golgi que des tas de laboratoires avaient isolé, purifié, qui est une très très belle structure en microscopie électronique, qui se purifie sur des gradients, qui se sous-purifie parce qu'il y a des sous-compartiments, eh bien on peut le faire disparaître en 3 minutes simplement avec une drogue. Pourquoi? Parce que cette drogue va perturber, il y a un échange permanent, donc comme je vous disais, entre le réticulum, le Golgi puis l'extérieur, ou les sites d'adressage, mais les transporteurs recyclent en permanence. Donc c'est une cyclose permanente. Et cette drogue-là a comme effet de bloquer un des flux sans bloquer l'autre. Donc elle bloque ce flux-là, mais elle ne bloque pas celui-là. Donc en 3 minutes, tous les composants du Golgi se retrouvent dans le réticulum. Ils sont entièrement vidés dans le réticulum. Et vous regardez en microscopie électronique, il n'y a plus de Golgi. Si vous enlevez la drogue et que vous attendez même pas un quart d'heure, vous voyez réapparaître le Golgi exactement organisé avec toutes ses structures, ses couches, etc. Donc ça montre bien que chaque fois que vous regardez une structure dans une cellule, mis à part les endosymbionts qui sont différents, puisque c'est d'anciennes bactéries, tous ces systèmes-là sont là parce qu'ils sont dynamiques. C'est ce qu'on appelle un peu des structures dissipatives. C'est-à-dire elles n'existent que parce qu'il y a de l'énergie qui se dépense et qui permet la dynamique sous-jacente. D'accord? Donc c'est plutôt la stabilité d'un tourbillon. Imaginez un cyclone, ça peut être stable pendant des semaines, comme Katrina qu'on voit venir sur les côtes américaines. C'est stable, c'est ce type de stabilité, mais bien plus longue évidemment. Voilà. Alors, une question très intéressante, c'est comment tous ces compartiments se définissent. Parce que ce que ça veut dire, cette cyclose permanente, cette dynamique, ça veut dire que la cellule dépense énormément d'énergie à faire des échanges entre cellules, tout en maintenant l'identité des compartiments. Parce que si ces compartiments perdaient leur identité, qu'est-ce que ça veut dire leur identité? Leur équipement enzymatique, tous leurs composants en lipides, parce que les lipides ne sont pas les mêmes, les membranes sont faites de lipides, les lipides d'ici et ceux du bord ne sont pas les mêmes. Il y a de plus en plus de cholestérol, des choses comme ça. Ça veut dire que la cellule, encore une fois, maintient en permanence des compartiments spécifiques, mais tout en mettant en œuvre des échanges entre eux. Et si ces échanges sont supprimés, tout collapse en un méa unique, comme quand on met la brefeldina, il n'y a plus de Golgi, mais du coup, la cellule est très mal en point parce que tout est mélangé. D'accord? Donc c'est ça. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on se demande bien comment toutes ces membranes ont évolué, d'où viennent-elles, comment ces membranes se sont faites. Encore une fois, je vous ai expliqué que l'intérieur du réticulum, finalement, topologiquement, c'est l'extérieur de la cellule. Donc comment tout ça s'est fait? Et récemment, il y a un groupe, il y a 2 ans,
un groupe américain de Michael Raut avec Damien DeVos qui travaille sur les pores nucléaires. Et il regarde de près les protéines du pore nucléaire. Et il a montré, j'ai pas le temps de vous donner les détails, il a montré qu'il y avait des motifs structuraux des protéines, c'est un complexe protéine, et il y a des motifs, une protéine c'est un enchaînement d'acides aminés qui ensuite est capable d'avoir une structure secondaire, c'est-à-dire il y a toute une grammaire d'organisation des acides aminés entre eux, tout un tas d'organisations qu'on retrouve dans toutes les protéines. Hein. Chaque protéine utilise ce type de repliement, et puis ensuite il y a une structure tertiaire qui fait que la protéine prend sa forme définitive. Et là-dedans on peut repérer très bien des motifs structuraux. Et ce qu'il a vu, c'est que les motifs structuraux qui fabriquent le pore nucléaire ici se retrouvent dans des compartiments complètement différents pour par exemple fabriquer les vésicules et les faire fusionner avec un autre compartiment. Donc on commence à entrevoir que finalement on a pu commencer très simple. L'ADN n'était certainement pas dans un noyau, il était quelque part, et petit à petit, on a, par ce repliement de protéines, par ces mécanismes très conservés, mais qui évoluent doucement, c'est comme des outils qui savent faire certaines opérations, puis on les modifie un tout petit peu, mais ils font les mêmes opérations. Il y a des clés de 8 qui peuvent tourner des boutons de 8 et d'autres qui peuvent tourner des boutons de 12. Eh bien, c'est un peu ça. On a, avec un même motif de base, petit à petit, probablement, inventé tous ces sous-compartiments qu'on connaît aujourd'hui dans la cellule eucaryote moderne. Voilà, alors je pourrais, j'ai mis ça pour ne pas oublier de vous dire que bien entendu, tout ça est encore beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire quand une protéine est fabriquée, il faut justement qu'elle atteigne sa forme définitive, sa structure tertiaire. Et pour ça, ça ne se fait pas spontanément. Pendant longtemps, on a cru que tout était écrit dans la séquence et qu'on peut facilement, à partir d'une séquence donnée, d'une protéine fabriquée sous forme d'un enchaînement d'acides aminés, faire une protéine globulaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout est catalysé dans la cellule. Il y a ce qu'on appelle des chaperons moléculaires, c'est-à-dire il y a des protéines qui sont capables de faire des espèces de boîtes protéiques dans lesquelles on favorise, on catalyse le folding correct, le repliement correct de la protéine. Et ce qui est amusant, c'est que c'est elles-mêmes des protéines. Donc on se demande comment elles-mêmes sont chaperonnées pour se fabriquer. Mais donc, vous voyez, rien n'est complètement spontané, tout est catalysé dans la cellule. Une fois qu'on a la séquence qui nous vient donc de l'ARN messager traduit, qui lui-même vient de la séquence sur l'ADN, on a encore besoin d'autres protéines qui sont codées tout à fait ailleurs pour fabriquer le produit final. Donc c'est encore une fois, c'est pas un simple passage linéaire d'une séquence à une protéine. Et puis on a beaucoup de contrôle de qualité, c'est-à-dire qu'on a à l'échelle cellulaire, à l'échelle moléculaire, il y a énormément de choses qui sont un peu stochastiques. Les choses se font pas de façon comme un réveil qu'on remonte et qui se développe. Il y a énormément de bruit. On est très près, les énergies échangées sont très faibles, on est très près du bruit thermique. Et donc on a beaucoup de défauts. Et il y a énormément de choses qui sont mal foutues et qui sont éliminées. Tous ces mécanismes-là sont là. Hein. Et puis, il y a le problème de la durée de vie des protéines. Certaines protéines, une fois faites, peuvent vivre longtemps et d'autres ont une vie très courte. Et c'est très important pour certains mécanismes d'avoir une protéine qui est fabriquée et qui a une durée de vie de quelques minutes seulement. D'autres, au contraire, peuvent vivre pendant des heures, voire plus longtemps. Voilà. Alors, il y a donc voilà un peu pour les membranes. On pourrait aller beaucoup plus loin. Retenez cette idée qu'il y a non seulement les compartiments auxquels on attribue des activités spécifiques, mais en plus, ces compartiments doivent être maintenus, individualisés les uns des autres de façon dynamique, tout en échangeant. Donc un peu là, c'est ça l'enjeu. Et puis, il y a tout un autre type de compartiment que la microscopie électronique ne voyait pas, parce que la microscopie électronique, c'est des coupes extrêmement fines pour arriver qu'on met ensuite, on met les objets, les cellules dans de la résine, exactement comme une résine époxy, et on fait des coupes extrêmement fines pour être transparent aux électrons. Et en plus, on est dans le vide le plus poussé dans un microscope électronique, donc c'est pas tout est dur et tout est coupé très fin. Et donc tout ce qui était membrane, on le voit très bien, parce que si vous coupez un ballon où vous le coupiez, vous voyez le contour du ballon, mais des fibres, on ne les voyait pas. Et puis, donc la microscopie électronique ne pouvait qu'ignorer les fibres. Et en fait, les cellules sont pleines de fibres également. Elles ont non seulement ces compartiments, mais elles ont des fibres.
Alors, je reviens à ce que je vous ai dit la semaine dernière. La cellule ancestrale avait je vous ai dit que toute la polarité était autour d'un cyle ou un flagelle qui est fabriqué sur des microtubules et qui a à peu près cette structure-là, avec sa base, ses corps basaux à la base. Et je vous ai dit qu'il y a des cellules, par exemple des cellules en prolifération, n'ont plus leur cyle, mais au contraire ont leur centrosome qui sert à la division. D'accord. Et en fait, il y a énormément de cellules qui sont de ce type-là, et qui donc ont quelque part se sont débrouillées pour se détacher de la membrane plasmique et se rapprocher du noyau. Il y a un lien entre cette base-là et le noyau. Eh bien, on a beaucoup de cellules qui sont organisées de cette façon-là. Et là, on a donc une cellule qui a sa membrane, et ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous montrer ce que c'est que ce réseau-là, qu'on appelle le réseau des microtubules, mais je vais vous montrer aussi que ces cellules-là gardent quand même une polarité, et qu'une partie importante de cette polarité dépend aussi d'un autre système de fibres qui est sous la membrane, et qui est le système musculaire de la cellule, qui est le système actine, qui est fait des mêmes protéines que celles qui fabriquent du muscle. D'accord? Donc, sous la peau de la cellule, il y a beaucoup de muscles. Alors, donc ça je saute. Alors voilà, je vous montre ici une cellule, donc avec son centrosome, ça c'est le noyau. Et vous voyez cette dynamique extraordinaire, c'est un peu accéléré évidemment, c'est des microtubules en train de pousser. Au début, on savait qu'il y avait ces fibres par différentes techniques, et au début il y avait cette idée, on l'a appelé un cytosquelette. Il y avait cette idée que c'était des armatures, c'était un squelette. Et puis, après 20 ans de travail sur les protéines isolées, purifiées, on est arrivé à l'idée, je n'ai pas le temps de vous raconter comment, à l'idée qu'au contraire, ces polymères, là encore, comme les compartiments membranaires, n'existent que sous une dynamique importante. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, ici, ce qu'on regarde, c'est des protéines qui ont été marquées avec un marqueur moléculaire et qui aiment bien s'associer au bout du microtubule qui pousse. Donc ce que vous voyez là, c'est uniquement les microtubules qui poussent. Mais il y en a bien d'autres qui ne poussent pas, que vous ne voyez pas, parce que ces protéines ne se mettent pas dessus. Et vous voyez que le centrosome est une espèce de source permanente de microtubules. Et en fait, on s'est rendu compte que ce squelette était toujours en train de se faire et de se défaire. Comment on apprend ça? Eh bien, là encore, on fait de la biochimie et de la chambre froide. On se tourne vers des tissus riches en microtubules, et le tissu le plus riche, c'est le cerveau. Donc on prend de la cervelle de bovin ou de la cervelle de mouton ou de porc, on broie très fin, on fait une mousse de cervelle, on sédimente tout ce qui est épais, et on garde un surnageant très clair, et là-dedans, il y a les protéines, et en particulier les protéines qui fabriquent ces polymères. Et puis, ces polymères, ces protéines, c'est des dimères, je n'ai pas le temps d'aller très loin, ces deux boules, c'est deux protéines qui sont très proches l'une de l'autre, mais différentes. Et on apprend, on comprend petit à petit, avec beaucoup de travail, que c'est capable de s'enchaîner comme ça longitudinalement, j'aime bien ça, et ensuite de s'enrouler en un tube qui est fait de 13 protofilaments, vous voyez, comme ça, et c'est ça un microtubule. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si on les fait pousser à partir de ça, si on se met à partir sur une amorce déjà assemblée, par exemple un bout de flagelle, déjà assemblé, eh bien on voit qu'il y a un bout qui pousse beaucoup plus vite que l'autre. Donc il y a deux bouts différents. Pour des raisons comprises aujourd'hui, la dynamique d'échange aux deux bouts de ce polymère qui pousse n'est pas la même. Il y a un bout qui pousse plus vite que l'autre. D'accord ? Parce qu'il y a de l'énergie qui est mise dans le système. Je vous montre ça vite. C'est un peu compliqué, mais... Donc vous partez avec votre jus de cervelle très transparent, et puis vous mettez les bonnes conditions, et là il a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il fallait surtout pas de calcium, qu'il fallait du magnésium, qu'il fallait un pH plutôt acide, et qu'il fallait de l'énergie sous forme de GTP. Et vous faites chauffer. Alors à froid ça ne s'assemble pas, parce que les liaisons entre protéines sont pas stables à froid. Ces liaisons-là, c'est des liaisons qu'on appelle hydrophobes. Et puis on fait chauffer, il ne se passe rien, puis tout d'un coup on suit par diffusion de la lumière, on voit des choses qui s'assemblent, et c'est des tubes. Et ces tubes-là, on voit très très vite qu'ils sont en état stationnaire. Si on ne continue pas à alimenter en énergie, eh bien ils se défont. Donc on a essayé de comprendre ce qui se passait, et ce qui se passe c'est montré là. Comme je vous l'ai montré sur le film, les microtubules se font et se défont en permanence.
Si on bloque un des bouts, l'autre bout fluctue sur des grandes longueurs. Donc tout se passe comme si dans la cellule passait son temps à explorer avec ses fibres l'espace cellulaire. En tout cas pour les cellules en culture. Les cellules in vivo, il est possible que la situation soit un peu différente. On pourra en discuter. Et donc voilà. Et l'idée qui avait été proposée en 86 par Mitchison et Kirchner, c'était de dire, si on a un signal à la périphérie de la cellule qui va transitoirement stabiliser ces microtubules-là et pas les autres, eh bien on va avoir quelque chose qui va être polarisé, qui va se polariser. Et pendant la division, la même chose, on a fait 2 centrosomes pour faire le fuseau, eh bien chacun va se mettre à explorer l'espace avec ses microtubules. Et en plus, quand on est en mitose, ils sont beaucoup plus dynamiques. Pour des raisons qui sont comprises aujourd'hui, la dynamique dans la mitose est bien plus rapide qu'en interface. C'est-à-dire que la durée de vie d'un microtubule dans un fuseau mitotique, c'est 30 secondes. Alors que quand on n'est pas en division, c'est une demi-heure. Voilà. Et donc, on a ce genre d'image. Et finalement, c'est un peu l'image que je vous montre ici. Voilà 2 centrosomes en train d'envoyer leur truc et qui, petit à petit, vont être stabilisés au milieu parce qu'ils vont être capturés par les chromosomes qui vont s'installer là. Et on va finir par faire un fuseau mitotique. Donc vous voyez, on a encore une fois, sous la structure, le beau fuseau mitotique qu'on a regardé depuis 150 ans et qu'on imaginait très géométrique, il est si beau que ça, il est si géométrique que parce qu'il est sous-tendu par une dynamique très importante. Hein ? Voilà. Et l'autre idée qui est importante, c'est que finalement, la stabilisation, il y avait une grosse question, c'était pourquoi la nature a sélectionné un mécanisme d'assemblage de polymères qui est si coûteux en énergie. Parce qu'il faut sans arrêt utiliser de l'énergie pour ce mécanisme. Et la réponse qu'on fait, c'est de dire, certes ça coûte de l'énergie, mais c'est remboursé, c'est payé sous forme d'un système qui est très adaptable. C'est-à-dire que dès qu'il faut changer d'organisation, la cellule peut le faire. Alors que si on avait des polymères extrêmement stables, s'il fallait changer d'organisation, il faudrait dépenser de l'énergie pour les défaire et en refaire d'autres. Donc c'est ça l'idée. Alors, voilà. Ensuite, donc voilà, si on regarde en microscopie à fluorescence, voilà les microtubules, cette fois tous les microtubules sont en rouge, il y en a beaucoup, et en fait ils ont l'air très serrés les uns contre les autres, c'est un effet dû à la technique employée, mais il y a quand même de l'espace entre microtubules, et puis voilà le fameux centrosome qui ici on voit comme 2 petites choses, je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble, mais disons l'organisation des microtubules à partir du centrosome fait que tout le réseau de ces fibres a une polarité identique. C'est-à-dire que tous les bouts qui sont très dynamiques sont à la périphérie et les bouts moins dynamiques sont au centre. Donc le réseau lui-même a une polarité. Et puis si on regarde de près à quoi ressemblent ces 2 petits points qu'avait vu Boveri, qu'ils avaient décrits et nommés, qu'ils avaient appelés centrioles, mais ils n'avaient pas vu à quoi ça ressemblait. Il a fallu attendre les années 50 pour le voir, la microscopie électronique. Et bien ces 2 petits points, c'est en fait 2 petits cylindres qui ont la fameuse, je ne sais pas si vous le voyez bien, de votre place, qui ont la fameuse organisation que je vous ai montrée sur les axonèmes, c'est-à-dire cette symétrie 9 très conservée depuis les premiers eucaryotes. Ce qui est compliqué avec les centrosomes, c'est que vous avez 2 objets et vous en avez un qui est plus ancien que l'autre. Celui-ci a poussé à partir de celui-là au cycle précédent. Donc il y a en anglais on dit la mère et la fille. En anglais il n'y a pas de genre pour les noms, mais tout ce qui engendre est féminin. Donc on dit mother centriole et daughter centriole. En français on dit père et fils parce que centriole est masculin. Voilà. Alors, donc je reviens à cette organisation. Il faut qu'on imagine, finalement on va revenir au compartiment. Voilà comment il faut s'imaginer le réseau microtubulaire, le centre, la périphérie, et puis ces objets qui fluctuent tout le temps sont en même temps des supports pour le transport de cargo. Et l'animation ne marche pas, j'ai oublié de la remettre, mais vous avez le long de ces microtubules des moteurs moléculaires qui sont représentés par ce genre de dessin. C'est en fait de gros complexes protéiques. Chaque moteur est fait de plusieurs chaînes protéiques, c'est donc des très gros ensembles, et qui sont capables, en brûlant de l'ATP, de l'énergie, sont capables de se déplacer le long du microtubule. Alors certains moteurs aiment bien se déplacer vers le bout plus, le bout dynamique, d'autres aiment bien se déplacer vers le bout moins. Alors ça c'est très important parce que selon le cargo qu'ils vont embarquer, eh bien ils vont plutôt concentrer ces cargos vers le bout plus,
pour tel type de moteur, ou vers le moins pour l'autre type de moteur. Et donc, par exemple, vous pouvez transporter des ARN messagers, vous pouvez transporter des complexes. Vous avez les complexes de bout que je vous ai montrés sur l'image où vous voyez ces petits spots fluorescents bouger. Mais vous avez aussi, vous transportez des tas d'autres choses. Et donc, encore une fois, vous pouvez, par exemple, concentrer certains compartiments membranaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, plutôt vers le centrosome, et en mettre d'autres plutôt à la périphérie. C'est comme ça, par exemple, que l'appareil de Golgi dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, aime bien être concentré tout près du centrosome parce qu'il est transporté par un moteur qui va vers les bouts moins. Donc il sort du réticulum, comme je vous l'ai dit, tous les petits éléments sortent du réticulum, ils sont pris en charge par des moteurs qui les emmènent le long des microtubules vers le centre. Et ils se concentrent ici. Si vous regardiez au contraire le réticulum qui lui est plutôt à la périphérie, ben lui il est tiré vers la périphérie par d'autres moteurs. Donc vous voyez que ce système de microtubules et de rails centrés est un super système pour trier la cellule et l'organiser dans l'espace. Et on peut le démontrer, si vous désassemblez les microtubules, le Golgi est n'importe où, là où il sort du réticulum, mais il n'est plus capable de se concentrer. Et si au contraire, vous polymérisez les microtubules par une drogue qui est utilisée en chimiothérapie d'ailleurs et qui polymérise toute la tubuline, eh bien, et qui inverse les polarités, vous pouvez transporter le Golgi à la périphérie de la cellule parce que les microtubules ont changé de sens. Parce que c'est un peu compliqué, parce que les moteurs les mettent en fagot et dans ces cas-là, et inversent les polarités. Donc voilà, donc c'est un principe extrêmement puissant pour mettre de l'ordre dans ces grandes cellules. Hein? Voilà. Alors, je vous remonte cette dynamique, vous voyez, et que font ces microtubules quand ils arrivent là? Eh bien, ils échangent avec, vous voyez, cette espèce de cortex sous-membranaire qui est la musculature dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un système, cette fois un autre système de polymères, qui s'assemble avec des principes très très semblables, mais qui fait non pas des centaines de microtubules comme dans le cas des microtubules, mais des milliers et des milliers de filaments d'actine, et qui sont encore une fois l'équivalent de la musculature au niveau de la cellule. Donc voilà, et donc ce qui est et donc on va avoir un échange en permanence, les microtubules font ce que je vous ai dit, mais en même temps transportent à la périphérie certains composants qui vont s'échanger avec l'actine et qui vont dialoguer avec le système actine, le système musculaire. Et il y a en ce moment énormément de gens qui essayent de comprendre cette interface entre les deux systèmes. Parce qu'on a beaucoup de régulateurs du système périphérique, du système musculaire de l'actine, qui vont dépendre des microtubules. S'ils sont associés à un microtubule, ils ne sont pas actifs, s'ils se détachent, ils deviennent actifs, ou l'inverse. Ou bien vous avez des microtubules qui arrivent juste à des points d'adhésion de la cellule sur son support et qui aident à les défaire, etc. Donc il y a énormément de modalités d'interaction. Voilà. Et donc on a une cellule finalement, une cellule animale qui a son centrosome près du noyau, eh bien elle a une polarité corticale qui est liée à l'actine, c'est-à-dire que dans cette région-là, l'actine pousse la membrane. Et puis elle a toute une région qui, elle, est beaucoup plus contractile, où là, l'actine est organisée comme des petits muscles, et elle sert plutôt à contracter. Donc on a une région qui est capable de changer de forme de la cellule, je vais vous montrer un film, et puis on a une région qui est plutôt capable comme ça, de contracter la cellule. Hein? Et puis, ça c'est la périphérie. Et puis, donc ça donne un avant et un arrière. Donc même le système actine, indépendamment du flagelle dont je vous ai parlé la semaine dernière, est polarisé. Mais c'est parce qu'il dialogue avec le système microtubule, le centrosome est ici, et lui va organiser, comme je vous l'ai dit, le Golgi, le réticulum, etc. Donc vous voyez que ces deux systèmes sont importants pour mettre de l'ordre et de l'organisation et de la polarité dans la cellule. Voilà. Et bien sûr, c'est exploité dans les tissus, dans un épithélium par exemple intestinal. Cette polarité qu'on trouve dans une cellule isolée, on la retrouve dans un tissu avec un pôle apical, qui est la lumière intestinale ici, et puis un pôle basolatéral, qui est l'intérieur des tissus et la membrane basale. Voilà. Mais cette architecture de base, on la retrouve dans tous les tissus. Ça, c'est un cas simple. Voilà, vu de près, à quoi ça ressemble. Toutes ces microvillosités que je vous montrais sur le dessin, c'est en fait les microvillosités intestinales. Elles ont toutes à l'intérieur un gros faisceau d'actine.
qui sert, qui probablement d'ailleurs sert aussi à mesurer le transit d'une certaine façon. Et puis vous avez, voilà à quoi ressemble de près un cytosquelette. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et qui, encore une fois, est sans arrêt en train de se faire et se défaire. Il ne faut jamais oublier ça. Alors voilà une cellule qui avance. Donc en ce moment, beaucoup de laboratoires essayent de comprendre la dynamique et la régulation de la dynamique du système avant de la cellule quand elle avance, des systèmes contractiles et comment l'ensemble de la cellule avance. Alors voilà le schéma sur lequel on est. C'est qu'une cellule, c'est un peu comme une chenille. Elle est capable d'avancer un bord avant et puis donc elle pousse, elle polymérise ses muscles vers l'avant et puis elle se débrouille pour tirer son noyau. Hein? Alors je vous montre ce film. Je ne voudrais pas être trop long. Voilà, je vais vous montrer. Donc elle fait ses adhésions, qu'on appelle des adhésions focales. Elle les fait, encore une fois, elle les défait tout le temps. Vous allez voir sur ce film, rapidement. Voilà, vous avez une cellule, je la fais avancer, vous voyez. Vous voyez, elle est sans arrêt en train de refaire de nouveaux points d'adhésion et de défaire les autres. Vous voyez, puis elle déplace son noyau, etc. Voilà. Ça, c'est la migration classique d'une cellule animale sur un support solide, en culture. Voilà. Et je vais vous montrer, mais j'ai peur d'être trop long, je vais vous montrer qu'une cellule doit réguler donc en permanence les différents aspects de son système musculaire, en dialogue avec le système microtubulaire. Par exemple, voilà une cellule qui a un très grand bord avant. C'est une cellule de peau. Quand on se coupe, il y a des cellules qui sont là pour immédiatement faire un grand bord avant et pour fermer la blessure. Et elles ont leur microtubule et leur centrosome près du noyau. Eh bien, je vais vous montrer qu'en fait, ce système demande à être entièrement... Oups, là. Je vais me faire gronder par là. Ce système demande en permanence à être contrôlé, à être concerté. Ce qui se passe d'un côté doit être su de l'autre côté. Et je vais vous montrer qu'en fait, une cellule peut tomber en morceaux. Pardon. Je n'ai pas appuyé où il fallait. Voilà une jolie expérience qui a été faite par un chercheur russe qui est maintenant à Lausanne. Et voilà ce qui se passe. Donc on a des cellules, on a un explant à gauche de peau, c'est du poisson dans ce cas-là. Et c'est des cellules qui vont très vite. Et elles avancent, vous voyez, elles ont un grand leading edge. Et puis là, on met une drogue qui bloque toutes les phosphorylations de protéines. On a énormément besoin de modifier les protéines de différentes façons. Et une des grandes façons de modifier l'activité de protéines, c'est de mettre un phosphate au bon endroit ou de l'enlever. Donc tous les mécanismes qui n'ont pas besoin de phosphorylation vont continuer. Tous ceux qui en ont besoin vont s'arrêter. Et donc il se trouve que l'avancée de la cellule n'a pas besoin de phosphorylation. Donc la cellule va continuer à avancer. Par contre, elle n'est pas capable de détacher ses adhésions parce qu'elle a besoin de phosphorylation. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déchire. Et voilà, je vous montre le film. Voilà, vous voyez les cellules. Et regardez par exemple cette cellule-là. Vous voyez? Voilà, elle finit par riper sur l'an. Et vous voyez que les cellules se déchirent. Autrement dit, ça c'est pour vous montrer qu'en fait, cette dynamique que j'essaye de vous exposer est en fait un miracle biochimique permanent. À tout instant, on commute énormément de protéines dans l'ensemble du système pour que la cellule tienne ensemble et ne se déchire pas. Voilà. Et puis l'autre joli aspect de cette expérience que je peux vous montrer là, c'est que si maintenant on prend un petit morceau qui s'est déchiré de la cellule et qu'on le regarde, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est une autre échelle, vous voyez, il bouge parce qu'il assemble de l'actine partout, il assemble du muscle dans toutes les directions, mais il reste sur place. Et on vient avec une pipette et ce qu'on appelle brise la symétrie de l'extérieur, c'est-à-dire on le détache d'un côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à bouger. Donc ça vous montre qu'en fait, avec des principes simples, on assemble, on pousse dans toutes les directions, on n'avance pas. Si on se débrouille pour pousser que dans une direction, on avance. Hein? Donc ça nous montre aussi que l'activité cellulaire est modulaire et qu'on peut isoler des modules et travailler avec. Voilà. Alors, je vais vous montrer le chimiotactisme parce que je vous ai dit que le flagelle, la semaine dernière, était un système sensoriel, mais le système actine aussi a aussi évolué comme un système sensoriel. Et en particulier, tous les chimiotactismes des cellules que nous avons dans le sang, qu'on appelle des neutrophiles, et qui sont extrêmement importants pour se débarrasser des bactéries qui nous infectent,
sont très friands de bactéries et ils ont une réponse, dès qu'il y a une bactérie est pas loin, ils la sentent. Il y a un petit peptide qui est émis par la bactérie, il y a des récepteurs à la surface et la cellule le sent. Je vais vous montrer la chasse d'une bactérie par un neutrophile. Donc je passe le début du film parce que... Voilà, donc voilà le neutrophile, là c'est des cellules du sang, et voilà la bactérie. Et on va mettre le film en route, allez-y. Je fais une bêtise. Voilà. Alors il y a du son en plus, je crois. Je ne sais pas si on l'entend. Donc voilà le neutrophile qui se polarise, et vous voyez comme il suit la bactérie, il écarte les globules rouges. Et voilà, il continue. La bactérie, elle ne sait pas où elle va, elle marche de façon très aléatoire. Et finalement, vous voyez qu'il ne le lâche pas. Et finalement, il l'avale. D'accord ? Il y a des bruitages un peu comme des sorties de fast-food qui ne sont pas très élégants. Mais ça vous montre que ce système actine est lui aussi un système extrêmement élaboré et extrêmement intégré pour être capable d'adapter la cellule à ce que fait la bactérie. Donc un système chimiotactique très puissant. Donc on a deux systèmes de fibres qui sont tous les deux importants pour la sensorialité de la cellule, la réception de signaux. Voilà. Alors, le temps avance. Je vais vous montrer que donc ces microtubules parlent à la périphérie et modifient la musculature et probablement sont importants pour concerter cette activité. Hein, cette cellule que je vous ai montrée, elle se débrouille très bien avec 40 microtubules pour contrôler l'activité de la cellule. En même temps, si on regarde le centre maintenant des microtubules, le centrosome, lui-même dépend aussi d'une certaine façon de l'activité de la musculature. Je vais vous montrer un film qui avait été fait au labo il y a quelques années et qui était le premier film où on a pu voir la dynamique du centrosome in vivo. Si j'arrive à le faire jouer. Donc là, on s'est débrouillé pour marquer spécifiquement les deux centrioles. Et vous voyez qu'il y en a un qui ne bouge pas beaucoup, et vous voyez que l'autre s'agite beaucoup. Donc quand on regarde de très près, on s'aperçoit que ces belles structures, en fait, elles-mêmes sont très dynamiques. Eh bien, celui-là, alors, on voit en plus que le réseau microtubulaire est ancré sur un et pas sur l'autre. Les deux nucléés des microtubules, mais c'est celui-ci, le plus ancien, qui est capable de fabriquer ce bel astère de microtubules. Eh bien, ce mouvement que je vous ai montré est lui-même dépendant de l'actine. Donc voilà deux systèmes qui se parlent, non seulement à l'extrémité, mais aussi au centre. Je vais plus vite. Cette polarité, on la retrouve dans tous les tissus. Donc je vous ai montré les cellules intestinales, mais on la retrouve avec les mêmes molécules, les mêmes marqueurs sur un neurone. On a l'axone, c'est l'équivalent du pôle apical. D'accord ? Simplement, on fait une cellule complètement différente. Et puis on finit, cette cellule est capable aussi de sensorialité et aussi de trouver sa cible, de trouver le muscle où elle doit avoir un contact. Et puis on peut voir qu'elle se promène, ça c'était un film qui a été fait à la Salpêtrière, un travail avec lequel on a eu le plaisir de collaborer, et qui montre qu'un neuroblaste, cette fois, quand on fabrique le cerveau, est en permanence en train d'avancer de façon très compliquée et de tirer son noyau derrière lui. Voilà. Donc il y a des variations d'un type cellulaire à l'autre, mais c'est toujours les mêmes principes. On a un système qui avance et puis après qui se débrouille pour tirer le noyau, qui avance et qui tire le noyau. Simplement, là, ce qui est plus compliqué dans un neurone, c'est qu'en plus, il a un système de bifurcation qui fabrique en permanence pour avancer, qui est propre au neurone. Et finalement, on arrive, je passe parce que, on arrive après à un neurone qui, lui, va être en place, dans le cerveau, par exemple, mais qui, lui, va se débrouiller pour avoir un contact avec énormément de voisines. Un neurone, c'est finalement une cellule qui réussit à transcender les limites d'espace qu'on a quand on a des cellules côte à côte comme dans l'intestin. Elles ont 6 voisines à peu près. Un neurone peut avoir 10 000 voisines. Il peut avoir des contacts avec 10 000 cellules différentes. Et là encore, c'est de l'actine. Je vous remonte ce film. Tout ça, c'est des boutons synaptiques où il y a un contact entre une cellule et une autre cellule. Donc vous voyez que même les contacts nerveux sont aussi très musculeux. On pense aussi avec l'actine. On a aussi Andromatus, qui a beaucoup travaillé là-dessus, pensait au début que les microtubules dans les axones étaient très fondamentaux pour l'activité mentale. Et puis il a vu ça et il pense maintenant que le cerveau est un muscle. En fait. Voilà. Alors, donc voilà, pour finir, sur cette, avant de passer juste au temps, pour finir, on pourrait, j'ai mis ce titre-là,
On pourrait, je ne sais pas si vous avez en tête ce qu'on appelle des écorchés, où on voit sur un corps, une planche d'anatomie, où on voit tout le réseau artériel et veineux, tout le réseau lymphatique, tout le réseau nerveux afférent, efférent, etc., le squelette. On s'aperçoit que l'organisme est entièrement fibré énormément de réseaux. Eh bien, on pourrait au niveau de la cellule trouver l'équivalent. C'est-à-dire, je vous ai montré ces systèmes de fibres, je ne vous ai absolument pas parlé de tout le système de signalisation qui occupe énormément de gens et qui régule soit les compartiments membranaires, soit les compartiments cytosquelettiques. Et là encore, c'est comme un système hormonal intracellulaire. Je ne vous ai pas parlé non plus d'autres fibres qui sont un peu différentes, qui font aussi une structure qui serait un peu l'équivalent du squelette. Donc, il faut avoir sous tous ces sous-compartiments l'idée qu'en fait, ils sont en interaction permanente les uns avec les autres selon beaucoup de modalités. Voilà. Alors, peut-être, et bien sûr, il ne faut pas oublier que toutes ces machines, toutes ces machineries ont besoin d'énergie et qu'il y a aussi tout ce qu'on appelait le métabolisme intermédiaire qui a été compris dans les années 30-50, où énormément de biochimistes ont essayé de mettre de l'ordre dans l'utilisation de la nourriture, la fabrication de ce qu'on fait des aliments, comment on les transforme et comment on en fabrique de l'énergie ou de nouvelles molécules. Et voilà ce réseau-là, par exemple, qui montre le métabolisme intermédiaire. Il y a à peu près 500 réactions qui ont été complètement comprises avant l'époque de la biologie moléculaire et qui sont un peu oubliées aujourd'hui parce que ça fait partie de la tendance, encore une fois. Voilà. Alors, pour finir, il y a le temps de la division. Je vous ai dit qu'à tout instant, les systèmes devaient rester stables, mais aussi la cellule, en même temps, elle grossit. Donc, elle grossit ses compartiments. Et puis, tout d'un coup, elle décide, selon des mesures de taille ou un certain nombre de signaux, de rentrer dans ce qu'on appelle un processus de division. Donc, de dupliquer son ADN, de dupliquer ses centrosomes, et de fabriquer le fuseau et de séparer les chromosomes. Donc là, il y a à comprendre tous ces mécanismes-là, mais ce qui était le plus important à comprendre, c'était comment cette progression était contrôlée. Comment la cellule avançait dans ce processus. Et ça, c'est maintenant assez bien compris. Et il y avait deux idées. Soit c'était des dominos, c'est-à-dire il faut faire l'étape A, pour faire l'étape B, pour faire l'étape C, etc. Comme dans une voie métabolique, où vous avez besoin d'avoir fabriqué une molécule pour la remodifier, Donc ça, c'était un modèle de domino. Dès voilà, ça s'enchaînait de façon mécanique. Et ça, c'était une vision qui était la vision qu'on avait quand on s'intéressait à la division des cellules, ce que j'appelle somatiques, c'est-à-dire les cellules de l'organisme. Hein, qui sont des cycles assez lents, assez compliqués. Et donc, pour ça, on a isolé des gènes spécifiques. Il y a une approche dans des systèmes qui s'y prêtent, et le système qui s'y est le mieux prêté, c'était les levures. La levure de Boulanger est un superbe système, parce qu'il est facile, il pousse très vite, il est facile à manipuler, et on peut faire de la génétique dessus. Donc l'idée, c'était de dire comment distinguer les mécanismes de croissance des mécanismes de division. C'est-à-dire dire on va s'intéresser qu'à des mutations qui arrêtent les cellules toujours au même stade. Pas simplement qui les empêchent de croître parce qu'on les prive de nourriture ou d'oxygène, mais qui poussent, qui continuent à pousser, mais qui s'arrêtent à un stade donné. Et comme ça, ça a donné toute une série de mutants possibles pour le cycle. Et ça a conduit comme ça à un certain nombre de gènes, dont un qui était très intéressant parce qu'il participait aux étapes de transition les plus importantes. Quand une cellule décide de commencer sa phase S, c'est-à-dire décide de commencer à dupliquer son ADN ou ses centrosomes, ou quand elle décide de rentrer en mitose. Et donc, c'est comme ça que les chercheurs qui s'intéressaient à cette approche ont dit, bon, on va s'intéresser à celui-là parce qu'il a l'air de fonctionner aux deux moments importants. Et puis, il y en avait un autre qui était important parce qu'il fonctionnait à ce moment-là. Et puis, il y a, et là vous reconnaissez le film que je vous ai montré la semaine dernière, je vous ai expliqué que dans l'œuf de grenouille, dans l'œuf d'oursin, dans l'œuf d'étoile de mer, c'est la même chose. Les mécanismes sont naturellement découplés puisque pendant l'ovogénèse, la mère a fabriqué des ovules qui sont énormes et qui ont tout ce qu'il faut pour les premiers cycles. Donc là, quand on active un œuf de grenouille, on a uniquement la division. C'est pour ça que les cycles sont très courts. Et voilà ce que je vous ai expliqué. En 7 heures, vous passez d'une cellule à 8000 cellules
parce que toutes les demi-heures, chaque cellule se coupe en deux, jusqu'à un moment où tout s'arrête. Et là, il faut travailler sur les gènes de l'embryon. Mais jusque-là, tout s'est fait sur les gènes maternels. Et là, clairement, c'était beaucoup plus une horloge. Ça ressemblait à une horloge. Et du coup, le modèle n'était plus du tout celui des dominos, c'est de dire on a un système à deux états. Quand on est dans un état, on est mitotique. Quand on est dans l'autre état, on est interphasique. On n'est pas en mitose. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que on peut casser beaucoup d'œufs dans un bécher, on prend des centaines d'œufs, on les casse. Si on dilue pas trop l'extrait, on peut très très bien avoir des activités biochimiques qui oscillent exactement en phase avec le moment où la cellule, où l'œuf se diviserait. Donc on est une espèce d'horloge biochimique. Et ça a été une des grandes réussites des 20 dernières années, c'était de clarifier cette horloge. Et il est apparu que cette horloge est universelle. Elle est conservée dans tous les eucaryotes. Alors, donc voilà, et donc il y a une activité qui cycle, qu'on peut faire en vitro, et en fait, on s'est aperçu, en fait, je vais aller un petit peu plus vite, c'est que finalement, cette horloge, le cœur de cette horloge, c'est fait de deux protéines. L'une, c'est encore une fois, une kinase, c'est-à-dire une protéine qui met des phosphates sur une autre protéine. Protéine kinase, elle est capable de catalyser l'addition d'un phosphate. Et une autre, dont on ne savait pas trop la fonction. Et grâce aux œufs, en analysant les protéines, il est apparu qu'il y avait cette protéine-là, donc que je viens de vous montrer, elle s'accumulait, j'ai peut-être pas besoin de vous montrer les résultats, elle s'accumulait jusqu'à la mitose, et puis à la mitose, elle disparaissait. Donc c'est un peu le sablier de l'horloge, elle s'accumulait pendant toute la phase de préparation de la division, et dès que la division se faisait, elle disparaissait, et elle était détruite. Et en fait, il y a toute une espèce de petite horloge moléculaire qui fait qu'on fait un complexe, on se débrouille pour qu'il ne s'active pas avant qu'on ait besoin qu'il s'active, et on le promène comme ça, prêt à s'activer jusqu'au moment où tout est en place, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on permet l'activation et qu'on rentre en division. Donc l'idée actuelle, c'est qu'en fait, sous le cycle cellulaire, il y a un espèce de moteur oscillateur qui est une espèce d'horloge, et il est universel. Pourquoi il est universel? Eh bien, un jour, en 87, un groupe anglais, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Paul Nerf, a eu l'idée de dire je vais prendre... Il a montré qu'on pouvait réparer une mutation dans la levure sur laquelle il travaillait avec un ARN messager isolé d'une cellule humaine en culture. Donc il a transformé son mutant donc de levure qui est très éloigné de nous, qui a 800 millions d'années de divergence de cellules humaines, avec des ADN humains, et puis il y a eu quelques colonies qui ont réussi à sauver leur mutation, à se complémenter et à fonctionner normalement. Il a isolé dans sa levure la séquence qui était tombée là au hasard, parce que quand on fait ça, on fait au hasard, puis on regarde là où ça marche, et ensuite on prend la colonie qui a marché et on regarde ce qu'il y a dedans. Et il a vu que c'était une séquence qui était exactement la même que celle, à très peu près, que celle de la levure. Autrement dit, on peut réparer, on a dans nos cellules de quoi réparer un mutant de levure de boulanger qui a un problème de division. C'est les mêmes activités. Donc ça a été quelque chose d'important parce que ça nous montre un bel exemple qu'on peut passer de la levure à la grenouille, à la cellule humaine sans aucun problème. Parce qu'il y a justement cette histoire commune qui fait que les mécanismes fondamentaux sont très conservés. Voilà, donc ça c'est à la fin de la mitose, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est dégradé, ça reste, et puis on refabrique de la protéine verte, et puis quand il y en a assez, qu'on a fait le complexe, on refait une division. Et donc pour finir, le cycle de division cellulaire, eh bien il y a une duplication-ségrégation des chromosomes, une duplication-ségrégation des centrosomes, tout ça est découplable complètement. On peut en faire des expériences où ces deux mécanismes sont tout à fait indépendants. Et ils sont mis en phase dans le temps grâce à un oscillateur qui est donc cette horloge dont je vous parlais et qui, elle, contrôle ces deux transitions-là. Donc elle le contrôle pour les deux mécanismes. Et comme ça, ça oblige les deux mécanismes à être couplés. Voyez. Voilà comment on comprend les choses. C'est peut-être un peu compliqué, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Et finalement, on va se diviser, et je vous montrerai ce qui se passe pour la division. Si peut-être je peux finir en vous montrant un film. Une fois qu'on s'est divisé, qu'on a divisé le noyau,
eh bien la cellule, voilà la cellule, elle rentre en mitose, elle s'arrondit pour rentrer en mitose. On en parlera la semaine prochaine. Elle se divise, et puis après elle a un long moment de négociation entre les deux cellules filles pour se couper. Elles font un pont comme ça, et ça dure des heures de discussion et de négociation pour finalement se couper. Vous voyez, il y a une troisième cellule qui vient voir. Certains pensent qu'il y a c'est des cellules sages-femmes qui aident à la... Mais c'est loin d'être prouvé. Et puis finalement, elles se coupent. Voilà. Et c'est là seulement qu'on a fabriqué deux cellules viables, uniquement à ce moment-là. Tant qu'on n'a pas atteint ce moment-là, on peut encore avoir des problèmes. Et je vais vous montrer un dernier film qui vous montre que c'est une étape extrêmement importante. C'est que, voilà une cellule qui fait tout ce qu'il faut à peu près normalement, mais qui ne fait pas un joli pont. Elle loupe la fabrication de son pont. Donc elle fait un pont très long, très fin comme un cheveu, mais qui n'est pas normal. Et qu'est-ce qui se passe? On pourrait croire que maintenant c'est fini, elles vont se couper. Pas du tout. C'est deux cellules qui sont encore en communication et qui se parlent de manière chimique de façon très compliquée. Et finalement, il y en a une qui voit que rien ne vient. Et donc elle ravale tout ce qu'elle avait fait. Et puis finalement, elle refusionne. Et on a une cellule avec deux noyaux et deux centrosomes. Ce qui est le début éventuellement d'une tumeur, d'une cellule qui a des gros problèmes parce qu'elle est diploïde, elle est tétraploïde et elle a deux centrosomes. Voilà. Et pour finir, la grande chose qu'il a fallu comprendre, c'est qu'il y a ces mécanismes que je vous dis dans le temps, et puis il y a des systèmes de surveillance. Parce que là encore, les mécanismes peuvent souvent faire des erreurs. Mais il y a des systèmes extrêmement robustes qui, chaque fois qu'il y a une erreur, arrêtent les choses, la cellule répare et on avance. Et ça, c'est un domaine extrêmement important, en particulier dans tout ce qui touche aux pathologies, et en particulier tout ce qui est transformation maligne, d'avoir des systèmes qui, en permanence, voient les erreurs. C'est ce qu'on appelle des systèmes de surveillance. Et il y en a tout un tas. Il y en a qui surveillent l'état de l'ADN, il y en a qui surveillent l'état du fuseau. Et il y a donc tout un tas d'activités qui ne sont pas nécessaires tant que tout va bien et qui deviennent extrêmement importantes quand ça va mal. Par exemple, la fameuse protéine dont vous avez tous certainement entendu parler, qui s'appelle P53, c'est ce qu'on appelle un gène de surveillance. Vous pouvez très bien faire une souris qui est inactivée complètement, qui n'a pas de ce gène-là, elle naît très bien, elle se développe très bien, les souris naissent, sont très bien et se développent. Mais, très rapidement, elle développe des tumeurs dans tous les tissus. Et donc, elle développe... Donc c'est typiquement ce qu'on appelle des gènes de surveillance, encore une fois, absolument non essentiels, mais fondamentaux dès qu'il y a une erreur qui se passe. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je termine par une question. J'ai essayé de vous montrer, mais c'est difficile en 1h10, la dynamique cellulaire à laquelle la vision qu'on a aujourd'hui de la cellule. Vous imaginez qu'il y a encore énormément de choses à comprendre et il y a encore beaucoup de thèses à écrire sur les mécanismes intracellulaires. C'est un petit peu inépuisable, il y a beaucoup de choses à faire. On commence à savoir quand même beaucoup de choses, mais tous les jours, les choses changent et évoluent. Il y a une question sur laquelle, qu'on ne se pose pas beaucoup, et sur laquelle je pense on n'a encore pas beaucoup de réponses, c'est est-ce que la cellule, c'est finalement un aquarium dans lequel les choses échangent, mais ne sont pas structurées, ou est-ce que c'est une structure unique? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un plasme? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vibration telle, comme dans l'organisme, on ne peut pas déplacer les organes les uns par rapport aux autres, ils ont leur place bien spécifique. Est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça tenus ensemble dans une structure? Et je pense que ça, c'est une des questions dans les années qui viennent, c'est de savoir si la cellule comme un tout est un espèce de système qui garde une espèce de topométrie, de rapport de distance et de lien, quoi qu'il arrive. Et le dernier diapo que je voudrais vous montrer, c'est celle-là. Il y a eu un chercheur qui s'appelait Keith Porter aux États-Unis qui avait proposé sur des arguments simples, que la cellule soit un plasme, que en fait toute la cellule soit comme une énorme toile d'araignée, si vous voulez, en 3D. Et que, en fait, chaque fois qu'on voit des changements, en fait, on change beaucoup de choses, mais tous les rapports entre les différentes structures sont maintenus. Et son argument, c'est qu'il prenait des poissons qui changent de couleur selon le substrat. Vous avez des poissons qui, pour éviter les prédateurs, vous les mettez sur un fond blanc. Ils sont rouges, vous les mettez sur un fond blanc, vous regardez, vous ne savez pas lequel vous avez mis, immédiatement il devient blanc. Ça c'est sous contrôle nerveux. Et il fait ça parce qu'il a des cellules sur ses écailles, qu'on appelle des mélanophores ou des érythrophores, qui ont des pigments, énormément de pigments.
et qui ont un centrosome extrêmement puissant qui fait des milliers de microtubules. Le noyau est un peu déjeté sur la périphérie. Et quand le poisson devient blanc, eh bien c'est simplement qu'il remet tous ses pigments au centre, en un point. Donc le gros de la surface est blanche. Donc il y a des points noirs, mais on ne les voit pas. On voit le poisson d'une certaine couleur. Quand il veut changer de couleur, il relâche sous contrôle nerveux, qui est assez bien compris, le long des microtubules, tous ses pigments, et du coup, là, il change de couleur. Et ce qu'avait vu Keith Porter, c'est que s'il suivait un grain, pendant plusieurs cycles, parce qu'on peut le faire, on peut prendre une écaille, le mettre dans un milieu salin correctement et le faire osciller comme ça. On voit les cellules changer comme des phares de voiture qui changent de couleur. En regardant ça sur beaucoup de cycles, il voyait que le même grain revenait toujours au même endroit. Donc il avait comme argument que finalement il y avait peut-être un réseau qu'on n'avait encore pas vu, beaucoup plus fin, sous tous les organites de la cellule qui existaient. Il avait appelé ça les microtrabéculés. L'idée a beaucoup plu, mais on n'a jamais été capable d'avoir une définition biochimique de cette structure et structurale. Donc pour l'instant la question est encore ouverte, mais à mon avis c'est une question qui n'est pas réglée. Voilà, j'arrête là parce que j'ai été déjà très long, et si vous avez des questions, c'est maintenant.